Ouais, bonjour Jean-Gabriel Ganassia. Merci beaucoup de répondre à mes questions. Tu es professeur d'informatique à Sorbonne Université, spécialiste d'intelligence artificielle et de sciences cognitives, et tu as d'ailleurs dirigé différents programmes de sciences cognitives en France. Et puis, de façon assez importante pour les questions qu'on se pose, nous, dans tes ACO, en fait, tu es très impliqué sur beaucoup de questions d'éthique depuis quelques années. Donc, tu es notamment depuis 2016 président du comité d'éthique du CNRS. Et puis d'autres comités, je ne vais pas tous les citer, mais je suis aussi très intéressé parce qu'en fait, tu es aussi membre du tout jeune comité pilote de l'éthique du numérique, qui a été créé fin 2019 par le Comité consultatif national d'éthique. Euh, D'abord, peut-être discuter un peu, de resituer des choses sur les débuts et l'évolution de l'IA, peut-être telle que tu la vois. Et notamment, je voudrais partir d'un passage donc d'un de tes ouvrages récents, Le mythe de la singularité, où tu rappelles qu'en fait, en 1955, la naissance de l'utilisation du terme intelligence artificielle par John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester ou Claude Shannon, c'est un projet pour un workshop à Dartmouth College l'année suivante, avec l'idée que de décomposer chaque aspect de l'apprentissage ou de toute autre caractéristique de l'intelligence en petits modules qu'on pourrait décrire si précisément qu'une machine pourrait être programmée pour les simuler. Et pour moi, ce qui est frappant là-dedans, c'est que, outre le fait que ce n'est pas forcément le but de faire une intelligence artificielle générale, globale, mais vraiment de s'intéresser à des fonctions cognitives distinctes, je trouve que l'objectif de décrire et simuler pour essayer de le mieux comprendre des fonctions cognitives est très proche d'objectifs qu'on peut voir en psychologie cognitive ou en neurosciences. Et donc, quelque part, est-ce que tu pourrais, comment toi tu vois cette évolution, cette éventuelle séparation qui a peut-être eu lieu avec aujourd'hui de l'apprentissage machine qui cherche rarement finalement la bioinspiration, qui est plus intéressée par l'efficacité statistique pour extraire de la connaissance de masse de données, et comment tu vois éventuellement à nouveau des échanges aujourd'hui, comment tu vois cette évolution? Bon, d'abord, bonjour, merci de m'avoir invité. Effectivement, quand on regarde ce qu'est le début de l'intelligence artificielle, hein, et le projet qui a été soumis par McCarthy et Marvin Minsky, parrainé par Nathaniel Rochester et Claude Shannon, à la Rockefeller Foundation pour avoir un financement pour une école d'été, c'est très proche, hein, du projet des sciences cognitives. Hein, il n'y a pas de différence fondamentale. Et je pense prend aussi son inspiration dans les travaux qui avaient été conduits quelques années auparavant dans la cybernétique, même si les orientations sont pas tout à fait les mêmes. Donc, on a vraiment, dans le projet, hein, c'est dit explicitement, hein, l'objectif de faire une science nouvelle qui permette de mieux comprendre l'intelligence avec ces outils assez étonnants pour l'époque qu'étaient les ordinateurs. Hein. Il faut bien comprendre que c'était des mathématiciens, Marvin Minsky et surtout John McCarthy, et ils avaient découvert l'informatique et ils pensaient que ça ouvrait tout un tas de pistes nouvelles. Hein. C'était la même chose d'ailleurs des autres participants à l'école de Dartmouth College, hein, qu'il s'agisse de gens comme enfin, celui qui deviendra prix Nobel d'économie, Herbert Simon, Alan Newell, etc. Hein. Quand on regarde bien, c'est que ils étaient fascinés par les ordinateurs. Ça ouvrait un champ de potentialité extrêmement grand. Mais en même temps, quand on lit bien les textes, en tout cas ceux qui vont apparaître l'année d'après, très tôt, les participants à ces différents groupes de réflexion ont eu le sentiment qu'il y avait deux perspectives qui étaient pas nécessairement antagonistes, qui étaient complémentaires. L'une, c'était de mieux comprendre la nature de l'intelligence, hein, et ça pouvait aller très très loin en investigation, hein, des choses, et plutôt dans l'intelligence artificielle, l'aspect psychologique, hein, parce qu'il faut bien comprendre que le concept d'intelligence, après avoir été c'est un très vieux concept qui a été utilisé par la philosophie, mais qui a été abandonné par la philosophie, qui a été plus présent. Hein. On parle de philosophie de l'esprit, hein, on parle, hein, ceux qui parlent d'intelligence sont des gens comme Taine, mais justement parce qu'ils vont se rapprocher de la psychologie, ils vont faire des études interdisciplinaires. Et ensuite, le concept d'intelligence relève vraiment plutôt du champ de la psychologie. Donc là, c'est un aspect. Et puis un autre aspect, ça va être pratique. Ils le disent très tôt. Hein. Par exemple,
les premiers articles de Herbert Simon, il explique qu'il y a cet aspect scientifique, mais il y a aussi la résolution de problèmes. Et donc, avec comme objectif de faire des applications pratiques qui pourraient être utiles dans un nombre assez considérable de domaines. Donc, je pense qu'ensuite, avec le temps, les aspects plus fondamentaux, scientifiques, ont été repris, entre autres, par les sciences cognitives, qui viennent quand même, je crois qu'il est important de le rappeler, de l'intelligence artificielle. Plus exactement, les sciences cognitives trouvent leur origine en réalité avec la cybernétique, enfin l'idée d'un parallèle entre les systèmes de traitement de l'information et la cognition, mais le terme sciences cognitives a été vraiment introduit par l'intelligence artificielle sémantique au milieu des années 70, hein, et ensuite il a été repris, mais au départ, hein, il y avait assez peu de neurosciences dans les tout premiers travaux de sciences cognitives, c'était plutôt la linguistique, la psychologie et l'intelligence artificielle, l'informatique. Hein. Donc voilà, donc effectivement, hein, les choses sont un peu surprenantes parce que dans le temps, donc, cet aspect scientifique a été un peu sorti du champ de l'intelligence artificielle, surtout en France d'ailleurs, peut-être un peu moins aux États-Unis où il y a eu quand même plus de liens avec les sciences cognitives qui ont subsisté. Et puis, bon, ensuite, des raisons pratiques, enfin un engouement pour l'intelligence artificielle, puis les sources de financement considérables font que c'est cela qui est apparu comme étant le centre de l'intelligence artificielle, mais ce n'est pas le cas au début. Voilà. Je crois que c'est ça qui est important et c'est pour ça que c'est toujours très très intéressant d'avoir une vue historique des choses parce qu'on comprend ce qui est vraiment à la racine, hein, de la discipline. Oui, tout à fait. Et alors, tu l'as mentionné, il y avait très vite une des perspectives avec l'idée de s'intéresser aussi à la résolution de problèmes, d'ailleurs considérées comme jusqu'alors réservées à l'homme, des questions de raisonnement, mais quand même, dès le départ, on a l'impression qu'il y avait une place centrale pour le rôle de l'apprentissage. Et au point même qu'aujourd'hui, on a l'impression que dans la tête de nombreuses personnes, finalement, intelligence artificielle et apprentissage machine se confondent un peu. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que, au fond, c'est peut-être important et peut-être que tu partages cette idée que de toute façon, on pourra atteindre d'intelligence artificielle que lorsque des systèmes seront capables d'apprendre par eux-mêmes, mais est-ce que ça va plus loin que ça? Est-ce que c'est à ce point central, quoi, ce rôle d'apprentissage pour toi? Ça a été central depuis le début de l'intelligence artificielle, même avant les travaux de Turing, dans son article célèbre hein, sur Computing Machinery and Intelligence de la revue Mind, évoque l'apprentissage, parce qu'il pressent qu'il est essentiel, si on veut fabriquer des machines qui semblent penser, qu'elles se fondent sur une immense quantité de connaissances. Et quand il fait d'ailleurs son fameux test de Turing, hein, qui est plus une expérience de pensée hein, qu'une réalisation, hein, il n'avait pas l'idée qu'on le fabriquerait, hein, ou plus exactement, enfin, ce n'était pas son objectif premier dans l'article, mais il dit, bien sûr, pour arriver à conduire un dialogue avec un homme et prêter au change, c'est-à-dire faire illusion, eh bien, il faut disposer d'un nombre considérable de connaissances. Et à ce moment-là, il se dit, ben, on peut soit les donner, les transférer directement à la machine, mais c'est extrêmement long et fastidieux, soit essayer de faire en sorte que la machine les acquiert directement. Et ça fait l'objet de l'apprentissage. Et il donne plusieurs métaphores d'ailleurs hein, sur ce que pourrait être l'apprentissage machine. Il dit ça peut être comme un individu, c'est la métaphore psychologique, ça peut être comme le cerveau, hein, mais ça peut être aussi comme des populations qui évoluent, c'est la génétique des populations, et ça peut être aussi une métaphore culturelle, c'est-à-dire que ça peut être comme les idées qui naissent à l'intérieur des sociétés. Hein, donc ça, c'est avant l'intelligence artificielle. Et puis l'intelligence artificielle, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, dans le texte introductif de cette école d'Arsous College, hein, il dit bien, et tu l'as rappelé, hein, que ce que l'on veut, c'est prendre hein, tous les traits, tous les modules qui correspondent à l'apprentissage et aux différentes autres caractéristiques de l'intelligence. C'est-à-dire que l'apprentissage est même mis d'abord hein, en préalable. Et on sait qu'il y avait derrière quand même un souci parce que Marvin Minsky lui-même était cybernéticien, il a fait sa thèse sur des réseaux de neurones formels et il a essayé de faire de l'apprentissage et il s'est
heurté à des très grandes difficultés. Et donc, il savait à quel point c'était problématique. Et d'ailleurs, quand il a écrit son ouvrage en 69, Perceptron au pluriel, pour faire une critique des travaux sur le perceptron, il avait quand même une très bonne connaissance de ces choses-là. Et ensuite, bien sûr, il y a l'idée qu'en intelligence artificielle, si on veut être capable de faire des choses qui soient vraiment nouvelles, il ne faut pas simplement déployer un raisonnement mécanique, mais il faut être capable d'essayer d'automatiser l'apprentissage. Et on sait d'ailleurs que les tout premiers travaux de Samuel, par exemple, l'apprentissage renforcement, ça date à peu près de cette époque. Donc, dès le départ, ça accompagne l'intelligence artificielle. Il y a eu d'autres choses qui ont été faites. Par exemple, des gens comme Herbert Simon ont essayé de faire de la résolution de problèmes en déclarant des connaissances, mais il y a cette présence, effectivement, de l'apprentissage extrêmement forte. Alors aujourd'hui, ce qui est vraiment particulier, c'est qu'on a réduit l'intelligence artificielle à l'apprentissage, mais surtout à une seule forme d'apprentissage. Alors qu'au début, c'était tous les apprentissages possibles, c'est-à-dire toutes les capacités qu'aurait une machine de construire des connaissances en s'inspirant de différents modèles. Et donc, disons que c'est un peu une réduction aujourd'hui. D'autant plus que, bizarrement, ce sont des notions qui sont relativement anciennes, qui sont présentes aujourd'hui, même si elles ont subi des évolutions. Il y a un nombre d'astuces, de technologies qui sont considérables, même si le progrès des ordinateurs fait qu'on est capable de mettre en œuvre des choses qui auraient été impossible de faire auparavant. Mais en tout cas, voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que on a cette présence de l'apprentissage qui est toujours très grande. Moi-même, d'ailleurs, j'ai commencé à travailler sur des systèmes à base de connaissances. C'était les premiers systèmes experts. Et assez vite, dès que j'ai eu ma thèse de docteur ingénieur, j'ai poursuivi sur l'apprentissage. Alors, c'était l'apprentissage symbolique, donc qui n'était pas tout à fait l'apprentissage avec les réseaux de neurones formels. Et en même temps, je m'y intéressais, je regardais ce qui se faisait. Mais à l'époque, c'est vrai moi, j'avais appris que c'était des techniques qui étaient difficiles à mettre en œuvre. Et puis, on s'est rendu compte en 86 qu'on arrivait à obtenir des résultats. Mais enfin, c'était très, très ténu ce qu'on obtenait comme résultat. Donc, effectivement, il y a une centralité de l'apprentissage dans l'intelligence artificielle. Alors, c'est super parce que tu as anticipé sur ma question suivante, qui est justement, comme toi, tu es un spécialiste de l'apprentissage machine, et il me semble qu'au début de tes travaux, donc comme tu l'as dit, tu étais plutôt sur des approches symboliques, et en fait, ce qui me frappe, c'est qu'il y a eu l'air d'y avoir très vite une opposition entre les apprentissages dans des réseaux de neurones distribués, avec quand même des tentatives de formalisation de choses qui viennent des statistiques, mais comme s'il y avait une opposition avec l'apprentissage symbolique. Et aujourd'hui, on a presque l'impression, avec deep learning ou autre, qu'on est purement dans l'efficacité de l'apprentissage distribué, sans chercher à faire un retour vers la construction de symboles qui vont permettre le raisonnement. Et donc, je me demande dans quelle mesure une hybridation, ou à un moment donné, en tout cas, de faire communiquer ces différents niveaux, est nécessaire pour de la cognition satisfaisante. C'est toujours à part nécessaire. Je crois qu'on radicalise les choses. Bon, d'abord, il y a une expression qui est très étonnante parce qu'elle est absurde. On parle de GOFAI, Good Old-Fashioned Artificial Intelligence. Et ça laisse entendre qu'au départ, l'intelligence artificielle était symbolique et qu'ensuite, elle est devenue numérique. Et c'est absurde parce que lorsqu'on lit les papiers des pionniers, même lorsqu'on lit le projet tel qu'il a été soumis par John McCarthy et Marvin Minsky à la Rockefeller Foundation, il y a présent dedans les réseaux de neurones. Et il y a bien sûr, dès le départ, une approche numérique. En plus, les gens étaient d'abord des numériciens. Enfin, la formation d'un ingénieur se faisait sur le traitement du signal, etc. En tout cas, moi, quand je suis arrivé, je connaissais très bien le traitement du signal. J'ai découvert la logique après, en faisant de l'intelligence artificielle.
Et donc, il y avait effectivement un abandon des approches, des approches numériques avec l'intelligence artificielle. Mais très vite, on s'est rendu compte qu'il fallait coupler les deux. Alors, auparavant, juste rappeler que par exemple, Marvin Minsky, lorsque il écrit son livre Perceptron, il dit que les techniques d'apprentissage sur des perceptrons multicouches se heurtent à beaucoup de difficultés. Et il dit, soit on a juste un perceptron à 2 couches, mais à ce moment-là, on apprend très peu de fonctions, soit on a un perceptron à 3 couches et plus. Or, on sait depuis les travaux le tout premier article Princeps de Walter Pitts et sur les réseaux de neurones qu'à partir de 3 couches, on est capable de réaliser n'importe quelle fonction. Au départ, c'est des fonctions booléennes, et puis on a attendu à toutes les fonctions. Mais justement, ce qui montre, c'est que l'algorithme du perceptron était sur 2 couches, donc il marchait bien sur 2 couches, mais que dès qu'on l'étend à plus, on a quelque chose du point de vue qui est du point de vue algorithmique extrêmement difficile. Et il dit on se retrouve dans une situation difficile, c'est-à-dire que soit on sait effectivement apprendre sur 2 couches, mais on a que des fonctions triviales, soit on étend plus, et à ce moment, on a des algorithmes qui marchent très difficilement. Et il dit, si on veut résoudre ce problème, il faudrait rajouter des aspects sémantiques dans la représentation, etc. Donc c'était déjà cette idée de couplage. Et alors, moi, après, je me souviens que lorsque j'ai travaillé avec Kodratov sur les questions d'apprentissage symbolique, très très vite, on a eu des échanges avec des spécialistes d'analyse de données, en particulier avec des gens qui venaient de l'école de Benzekri, mais bon, moi je connaissais bien Youndidé, mais il y avait toute une école qui travaillait là-dessus, et on avait organisé des journées symboliques numériques auxquelles j'ai assisté dès le début. Donc cette idée de couplage des deux, elle est présente très très tôt. Et ensuite, donc, on avait des journées communes avec Françoise Fogelman, justement, on regardait les différentes techniques d'apprentissage, dont les techniques d'apprentissage neuronal. Et moi-même, plus tard, j'ai eu un projet dans les années 90 sur l'extraction de règles à partir de réseaux de neurones formels. Oui, on avait il y avait des travaux avec Chavnik, nous on a fait des choses où on durcissait les poids pour obtenir des choses qui sont interprétables. Donc dès le début, cette jonction du symbolique et du numérique est apparue comme quelque chose d'extrêmement important. Alors aujourd'hui, c'est encore plus important d'une certaine façon parce qu'on a beaucoup développé les méthodes d'apprentissage numérique et en particulier les méthodes avec les réseaux de neurones formels. D'ailleurs, en oubliant un peu toutes les autres méthodes qui avaient été développées avec les SVM, les machines à noyaux, toutes les théories formelles de l'apprentissage. Donc, on a des choses qui marchent bien, au sens où on a une capacité à anticiper à partir d'exemples, donc sur un apprentissage supervisé qui est remarquablement efficace, mais en même temps, dans tout un tas d'applications, ça s'impose comme une espèce d'oracle un peu aveugle. Alors, pour certaines choses, ça pose pas trop de problèmes, parce que s'il s'agit, par exemple, de reconnaître des grains de beauté, de faire un diagnostic médical pour savoir s'ils sont potentiellement malins ou bénins, ça pose pas trop de problèmes parce que de toute façon, ça va aider le médecin à faire un premier diagnostic, puis ensuite il va le confirmer avec d'autres moyens. Pour d'autres applications, c'est plus problématique parce que on a besoin absolument d'être capable de justifier la réponse, parce que c'est pas simplement le oui/non qui va suffire. Et donc, on aura besoin, et on sait qu'on a besoin de fournir ce qu'on appelle des explications. En réalité, c'est de déterminer sur le cas particulier qui est en cours d'étude, quels sont les éléments d'information qui ont conduit à la conclusion. C'est-à-dire que si par exemple on a un système qui fait de l'aide au placement bancaire ou au prêt et que on dit à un client non, on vous refuse votre prêt, il faut être capable de lui dire, voilà, c'est peut-être parce que vous êtes trop âgé, vous ne gagnez pas assez, mais si on lui dit juste non, parce que le système est à 0,75 et qu'il faut 0,80 pour vous donner le prêt, c'est pas du tout acceptable. Donc, voilà. Mais bien sûr que
ce ne sont pas des questions nouvelles, enfin on les connaît. Alors ça ne veut pas dire qu'on soit capable de les résoudre, hein, parce elles sont difficiles, hein, mais voilà. Non, mais du coup, c'est très intéressant que tu parles de la notion d'explication, parce qu'au fond, quand on pense à nous humains, on est la plupart du temps, ou je sais même pas, je ne vais pas dire que c'est la plupart du temps, mais en tout cas de temps en temps, capable de dire, oui, alors pourquoi j'ai abouti à telle solution? C'est parce qu'en fait, j'ai raisonné comme ceci, comme cela, et on est capable d'ailleurs d'échanger et de partager pour ensuite corriger le raisonnement de l'autre et d'avancer dans ce sens. Et peut-être, et pour l'instant, il me semble que les machines développées, les programmes, sont pas encore capables justement d'avoir de donner ces explications elles-mêmes. Et au fond, pour pouvoir donner des explications, il faut quelque part peut-être extraire, simplifier des choses sur le processus et le rendre un peu symbolique, il me semble. C'est exactement ce qu'un certain nombre de gens essayent de faire aujourd'hui. Parce que on se rend compte que sinon, on sera conduit à une impasse. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être certaines applications en reconnaissance d'image qui fonctionneront, mais tout un tas d'autres applications qui sont extrêmement bénéfiques en pratique, hein, ne pourront pas être acceptées socialement. Donc ça, c'est tout à fait essentiel. Et puis un deuxième point, je crois, qui est important, hein, dans ce que tu dis là, c'est non seulement les explications, mais c'est aussi l'argumentation. C'est-à-dire qu'il faut être capable, lorsque une machine nous donne un certain nombre de réponses, d'être capable de mettre en cause certains éléments. C'est-à-dire de dire, ben voilà, tel argument, mais il me semble qu'il y a un contre-argument. Et il y a des travaux qui commencent à se déployer aujourd'hui pour mettre en évidence l'argumentation, hein, dans un groupe. Hein. Alors ça peut être l'argumentation entre des hommes, ça peut être entre des hommes et des machines. Hein. Et bien sûr, lorsque c'est entre hommes et des machines, ça peut être des arguments qui sont construits à partir du résultat d'apprentissage. Donc ça ouvre bien sûr beaucoup de possibilités. Je crois que c'est important, c'est que la machine ne soit pas simplement un oracle aveugle, hein, ce ne soit pas simplement une réponse qui s'impose à l'homme sans appel possible, mais que ça fasse partie d'un dialogue, hein, entre à la fois des hommes et des machines, et entre des hommes par l'intermédiaire des machines.